Bonjour, bienvenue dans Genre de voix, parcours de transition vocale. Aujourd'hui, nous parlons de la voix à travers le parcours vocal et singulier d'une femme cisgenre, c'est-à-dire assignée fille à la naissance. Nous quittons pour 2 épisodes la voix des personnes transgenres, mais sans nous éloigner de notre thème, puisque nos voix cis et trans évoluent dans la même société binaire avec ses attentes genrées. Ainsi, on attend beaucoup des filles et des femmes de sourire, de se montrer agréables, notamment avec leur voix. Quels effets cela a sur la voix des personnes de genre féminin ? Notre interviewée du jour nous explique son lien avec sa voix entre failles et réappropriation face aux injonctions et aux rôles sociaux. Bonne écoute! Bonjour! Bonjour! Alors, tu es la première femme cisgenre que j'interviewe dans ce podcast. Merci d'être là. On va parler de ton lien à ta voix et de ton vécu par rapport au genre. Mais tout d'abord, on va parler de troubles vocaux, c'est-à-dire de difficultés à gérer sa voix dans sa vie. Donc avant de commencer, si le sujet intéresse nos auditorices, je mettrai en description de l'épisode un lien vers un podcast qui est réalisé à Montréal et qui s'appelle le Balado Voix. J'avais envie d'en parler parce qu'il est animé par une logopède et qu'il nous apprend beaucoup sur la connaissance de la santé vocale et des troubles qu'on peut développer. Voilà, donc pour en revenir à nous, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord ? Mais oui, j'ai 28 ans, je travaille avec des enfants et des adolescents primo-arrivants, je donne des cours de français et je travaille aussi dans des crèches, des écoles maternelles, des écoles de musique où je fais de la musique avec des enfants, donc on chante beaucoup. D'accord, donc tu utilises vraiment beaucoup ta voix dans le cadre de ton travail. Comment va ta voix d'ailleurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est un petit peu enrouée, mais elle se sent bien quand même. Ouais, elle va bien quand même. D'accord. Donc nous, on s'était rencontrés l'an dernier. Tu étais venue me voir donc, au cabinet de logopédie ou d'orthophonie. Et là, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on ne s'est pas vus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire des séances de logopédie ? En fait, c'est dans le cadre du départ de ma vie professionnelle, des premières années où j'ai donné des cours de français, où vraiment ma voix s'est assez vite épuisée. J'avais régulièrement des extinctions de voix et des sentiments très désagréables avec ma voix, qui s'accompagnaient aussi de stress parce que j'appréhendais d'utiliser ma voix et le fait d'appréhender me crispait d'autant plus la gorge, etc. Donc c'était une sorte de cercle vicieux et donc j'ai pris la bonne décision de chercher de l'aide. Donc la source du problème de voix, c'était cette surutilisation au niveau du travail. D'ailleurs, on peut donner ce chiffre que chez les enseignants, il y a presque 5 fois plus de risques de développer un trouble vocal ou une pathologie vocale, tout simplement parce que c'est une utilisation qui est un rythme vraiment très soutenu. Le trouble donc à la base était lié au travail, mais est-ce qu'il a eu aussi des répercussions dans ta vie personnelle à ce moment-là ? Oui, c'est vrai que c'était pas uniquement sur mon lieu de travail que ma voix m'inquiétait ou m'interrogeait. J'ai aussi eu des périodes où je fuyais les groupes d'amis, où je fuyais des endroits bruyants, où vraiment j'étais appelée au silence le plus souvent possible parce que vraiment le rapport avec ma voix était difficile. Et t'arrivais à trouver des moments de silence pour la reposer ? Oui, j'arrivais à aménager ces moments-là et je pense que les plus précieux, c'était aussi les moments où je faisais du yoga parce qu'en plus, j'étais dans ce travail de la respiration et je m'autorisais au silence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton lien avec ta voix dans le passé ? Oui. Tu as eu des antécédents, je crois, dès l'enfance. C'est vrai que j'ai vécu quelques épisodes assez marquants avec ma voix.
Le plus marquant, je pense, se situe dans l'enfance. J'avais 8 ans. J'avais préparé avec un groupe une pièce de théâtre pendant 2 ans. Il y avait une seule représentation et j'ai eu une extinction totale de ma voix en cours de monologue. En plus, j'avais un grand monologue et j'ai perdu complètement ma voix devant les parents. Pendant le spectacle? Pendant le spectacle, ouais. Wow. Et ça m'a beaucoup chamboulée. Et en fait, en rêvant encore de cet épisode régulièrement et en le racontant un jour autour de mes 20 ans, j'ai compris à quel point ce moment avait eu de l'importance pour moi, et comme si ma voix en fait avait d'un coup, en ne fonctionnant plus, en me lâchant en cours de route, comme si ma voix s'était refusée à toutes les attentes qui me semblaient m'assaillir. Et je sais qu'à cette époque-là, vers 8 ans, 7-8 ans, je me sentais très responsable de répondre à certaines attentes de mes parents, mais aussi tout à fait incapable d'y répondre. Il me semblait que cette mission était perdue d'avance et en même temps que tout mon être devait y tendre. Et j'ai perçu qu'en fait, ma voix, en se refusant sur scène, en se refusant à la représentation, elle disait aussi ce besoin de silence et ce besoin de rupture par rapport à toutes ces attentes. Et en fait, me taire, c'était le premier pas pour peut-être devenir qui j'étais ou grandir ou me rencontrer plus intimement. Le deuxième épisode marquant, c'était suite à ce récit que j'ai pu faire et de cette extinction de voix, et en ayant eu une petite dépression autour de ma vingtaine, j'ai pris contact avec une psychologue, et vers la 3e, 4e séance, j'avais ce sentiment d'être vraiment entendue, écoutée, sans aucune justement injonction, sans aucune... Enfin voilà, de façon très ouverte et bienveillante. Et en quittant cette séance, j'ai pris mon vélo et j'ai eu l'impression d'entendre ma voix comme pour la première fois. Et que enfin, ma voix était mienne. Et enfin, c'était beaucoup d'émotions et de joie d'un coup de se sentir libre. C'est vraiment libéré et pouvoir respirer à nouveau. Ouais, c'était assez incroyable comme sensation. Ok, donc en tout cas tu fais vraiment un lien entre des attentes d'autrui et le lien qui peut se couper entre toi et ta voix. Et puis quelque chose qui peut se retrouver dans une écoute sans jugement et bienveillante. C'est vraiment intéressant. Et donc avec le travail logopédique, quels éléments t'ont aidé à progresser et à prendre soin de ta voix? En fait, je pense qu'à nouveau, le plus puissant, ça a été d'être écoutée, de nouveau avec une attention bienveillante et ouverte sur ces questions du rapport à la voix. En fait, ça a été le plus bénéfique, et c'est ce qui m'a le plus détendue d'emblée, c'est de pouvoir calmement saisir mieux cette surcharge d'abord, de comprendre mes limites, et enfin voilà, de faire ce petit diagnostic ensemble dans une atmosphère assez douce. Ça m'a vraiment fait le plus de bien. Ouais, après, ça t'a permis de cheminer pour aller aussi vers l'écoute de toi, de tes sensations. Il y a aussi eu un exercice qu'on a fait en séance qui m'a fait beaucoup de bien et qui a été une bonne surprise. C'était un exercice de ralentissement
radical du débit de parole où on lisait ensemble un texte, mais vraiment un débit le plus lent de l'extrême. Et c'était incroyable justement ce qui s'est passé, vraiment physiquement comme détente. Et ça m'a fait rire, j'avais l'impression d'une blague, et en même temps vraiment ça m'a fait énormément de bien. Ma voix s'est totalement mis à un niveau de confort que j'avais jamais rencontré en fait, en réduisant comme ça le débit de parole. Et après, ta façon de parler a pu être aussi moins rapide. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais oui, c'était vraiment s'autoriser les pauses, les respirations. Et ça a posé ma voix. Et avec les petits-enfants de la crèche, t'avais une façon d'utiliser ta voix qui te faisait mal, hein? Ouais. On avait compris ensemble qu'il y avait une façon de m'adresser aux tout petits qui convenait pas du tout à ma voix, où en fait je réduisais pas mal le son en même temps que je forçais. C'est un peu particulier, mais je me faisais du mal comme ça en feignant presque le chuchotement, parce que je trouve ça... J'aime bien en fait qu'on doive tendre l'oreille, etc. Mais en même temps, il y avait besoin de son, parce qu'on était nombreux, qu'il y avait aussi du bruit parfois. Et donc, bref, j'étais dans une sorte d'injonction contradictoire avec ma voix, qui n'était pas du tout optimale. Ouais. Et qui pouvait vraiment user ma voix à certains moments. Donc là, il y avait quand même aussi cette idée d'image qu'on attend de ta voix à laquelle tu voulais correspondre. Et finalement, après, tu as su trouver ta voix à toi pour t'adresser aux petits. C'est vrai, et il y avait de nouveau comme une place qui était difficile à trouver, comme ça, qui se cherche et qui n'est pas juste là, posée. Donc comme on est dans un podcast où on parle du genre et de la voix, moi il y a une question que je voulais te poser, c'était de savoir si ta voix a suscité des questionnements par rapport à ton genre féminin ou dans un rapport homme-femme, cisgenre. Oui. Elle m'a plusieurs fois posé des questions liées au genre, et même rétrospectivement, quand je reviens encore à l'enfance, je sais que par exemple, il y a des périodes où on m'a demandé d'être moins masculine et de m'inspirer de modèles de féminité. Et donc, c'était déjà présent à ce moment-là. Et là, c'était pas au niveau de la voix, hein, c'est ça? Non, là, c'était pas au niveau de la voix. Mais bon, c'est quand même peut-être une injonction générale qui peut toucher aussi donc à l'intime et à la voix, la voix d'emblée. Mais... à quelque chose de plus global. Comment tu percevais ta voix ou comment les autres la percevaient? Moi, je la percevais plutôt comme trop aiguë. On m'avait déjà dit que j'avais une voix aiguë, et quand je l'entendais enregistrer, ça me paraissait vraiment trop. Ça me surprenait fort en fait. Et puis on me donnait souvent un âge un peu aberrant. Souvent on me donne 10 ans de moins ces derniers temps. Enfin, l'année passée par exemple, on m'avait refusé d'acheter une bière où on croyait que j'étais mineure alors que j'avais 25 ans. Et tu penses que la voix a joué? Ah, absolument, je pense que c'était le motif principal. Ouais. Et cette voix apparemment trop aiguë, est-ce qu'elle te dérangeait, toi? Elle me dérangeait de plus en plus. Et je la sentais poindre dans certains contextes. Et enfin voilà, je pouvais parfois l'anticiper, mais souvent c'était un peu a posteriori où je sentais, ah là, je suis vraiment montée dans le perchoir et je m'en étais pas rendu compte.
Et est-ce que tu sais pourquoi elle te dérangeait? Ben non, c'était pas un critère tellement esthétique, mais ça me renvoyait très fort à l'enfance et à une sorte d'état qui m'infantilisait et qui pouvait sonner faux en fait aussi, qui pouvait sonner un peu à côté parce que ne pas te correspondre. Ne pas me correspondre, ouais, c'est vraiment ça. Qui dissonnait par rapport à où j'étais et par rapport à qui j'étais. On t'a déjà fait d'autres réflexions sur ta façon de parler? Oui, il y a une réflexion qui m'a été assez utile et qui m'est souvent revenue en pensée. C'est une comédienne avec une voix assez grave, très posée, qui parle de façon assez tranchante comme ça. Quelqu'un que tu connais? Que je connais et que j'apprécie beaucoup, même que je peux dire que j'admire. Et cette fille m'a dit, mais tu ne termines aucune phrase, ma parole. Bon, elle est pas passée par 4 chemins. Elle m'a dit, mais quand est-ce que tu finis une phrase? Quand est-ce que tu... Enfin voilà, quand est-ce que tu t'autorises des pauses? Tu parles vite et toutes tes phrases se terminent sur une sorte de tourbillon de questions comme ça sur le mode de l'interrogation. Alors même que je dis quelque chose, que j'affirme quelque chose, il faut toujours qu'il y ait comme une petite chanson de la question après comme ça. C'est ça, ou des points de suspension. Oui, et ce que tu décris là, c'est des paramètres qui vont vers... on va dire, de plus en plus de féminité vocale, et si on a tous les stéréotypes, ben on a ça aussi, on n'a pas seulement une voix très aiguë, on a aussi des phrases qui se finissent pas trop, des phrases qui sont pas directes mais qui sont très détournées, et des phrases qui peuvent finir en questions alors même que c'est pas des questions. C'est ça, comme si elles attendaient d'être validées ou confirmées, ou comme si jamais elles ne s'imposaient vraiment ou s'affirmaient vraiment. Et ça n'a pas été un peu trop violent pour toi d'entendre ça de façon si directe? Violent, je pense que c'est un mot un peu fort. C'est vrai que ça m'a vraiment interpellée, mais j'y ai vu aussi des possibles transformations. En fait, j'étais plus reconnaissante de quelqu'un qui me balance ça franchement, et donc je sais aussi qu'elle m'apprécie, et il y avait pas de vraies blessures à ce moment-là, vraiment. Non, c'était plus positif. Et c'est vrai que oui, dans ce rapport à la voix qui serait liée au genre, il y a une façon de parler que j'ai détectée aussi plus au sein du couple, où justement ma voix montait dans les aigus, où à nouveau je me rajeunissais. Et c'est une façon de parler qui a été aussi conceptualisée, qu'on appelle la baby voice. Donc c'est vraiment le fait de prendre une voix très très jeune dans un rapport hétérosexuel, où on va prendre une toute petite voix presque d'enfant, et ça s'inscrit dans un contexte aussi où on a tendance parfois à érotiser un peu l'inégalité, un système de domination dans lequel on a l'impression de nouveau de répondre à certaines attentes. Et donc ça, ce terme-là, toi, tu l'avais découvert dans le livre de Mona Chollet, comment il s'appelle déjà? Réinventer l'amour, il me semble. Et ouais, je l'avais souligné là, et ça m'avait vraiment questionnée par rapport à ma propre voix. Elle parlait aussi du sourire constant, qui peut aussi être une sorte de signe d'abnégation, le sourire permanent qui serait aussi une réduction du conduit vocal, et où encore on contraindrait la voix et on la modifierait en faveur de ce système hétéropatriarcal. Oui, donc cette baby voice, comme tu l'expliques, c'est une façon de parler beaucoup plus aiguë, et elle est vraiment ancrée dans notre culture
parce qu'elle fait partie d'un système avec des inégalités ancrées dans le couple, dans la société. Je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder parce qu'il y a eu un mémoire et puis une thèse réalisée en ce moment par un doctorant d'origine taïwanaise. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans notre culture, c'est vraiment les femmes qui vont utiliser cette façon de parler beaucoup plus aiguë avec ses intonations, alors que dans cette langue taïwanaise, la baby voice, elle est utilisée autant par les hommes que par les femmes. Et c'est dans le but de demander quelque chose à quelqu'un, demander une faveur. Dans notre culture, à nous, les hommes cisgenres, ce serait très mal vu qu'ils utilisent ce genre d'intonation. Pour finir, tu pourrais m'expliquer un terme dont tu m'as parlé qui rejoint un peu l'idée de la baby voice où ce qui est attendu des femmes va être plutôt de réduire leur capacité. C'est l'effet backlash. Oui, c'est vrai que c'est assez proche donc, dans l'idée qu'une voix demande par son intonation à être approuvée ou validée ou donne plus d'ascendant à l'interlocuteur. J'avais été frappée par ce concept de l'effet backlash, qui est une réaction hostile à l'égard des femmes qui ne se comportent pas de manière cohérente par rapport aux stéréotypes, donc qui ne répondent pas aux attentes liées au genre. Cette étude, elle le montrait surtout dans un cadre professionnel où en fait, d'une femme, on va attendre qu'elle soit peut-être parfois moins compétente, ce qui lui fait étonnamment, mais ce qui lui fait gagner en sympathie en fait, parce que justement, elle répond aux attentes sociales liées aux stéréotypes de genre. Et voilà, donc pour augmenter leur capital sympathie, certaines femmes se retrouvent à se montrer moins capables et moins performantes parfois. Donc on peut imaginer que lors d'un entretien, au niveau de la voix, une femme va peut-être garder des traits de voix plutôt féminins pour mieux se faire voir, plutôt qu'avoir une voix un peu plus tranchée, une façon de parler plus directe, qui pourrait être mal vue à cause de cet effet backlash. Oui, ou on la jugerait du coup froide ou désagréable, froide. C'est ça. Tandis que d'un homme, on pourrait attendre quelque chose, au contraire, de plus affirmé et tranché. Merci beaucoup, c'était super intéressant comme échange. Merci Clémence. Vous avez écouté Genre de voix. Encore merci à mon interviewé du jour d'avoir partagé ce témoignage. J'ai trouvé passionnant d'aborder ce thème avec une femme cisgenre. Elle nous a montré les causes et les retentissements pour elle d'une façon de parler trop féminine ou dite trop aiguë. Les comportements sociaux associés aux voix sont bien sûr ancrés dans notre société binaire et les injonctions contradictoires faites aux femmes sont nombreuses. Ainsi, avoir une voix grave est plus valorisant qu'avoir une voix aiguë. Par contre, pour un entretien d'embauche, parler sur un ton moins féminin sera mal considéré, comme nous en avons parlé avec l'effet backlash. Ces questions de représentation sociale des voix seront abordées dans le prochain épisode. Nous parlerons de troubles vocaux, de voix dites trop graves et de sortir de la norme. À bientôt!